On attaque avec la dernière session thématique de l'après-midi sur une thématique qui nous concerne a priori tous, mais en fait pas tout à fait. Si je vous dis travail, ça vous parle tous. Et pourtant, rappelez-vous ou découvrez que moins de la moitié des Européens travaillent et moins de la moitié des Français aussi travaillent. Et que ce taux est relativement stable depuis 30 ans. D'accord ? Par ailleurs, on travaille aussi de moins en moins longtemps au cours d'une année. Par exemple, si on prend le temps de travail des salariés européens, il a diminué d'un tiers en 60 ans. On travaille aussi de moins en moins longtemps au cours d'une vie. Alors on a peu de données pour l'illustrer, mais Jean Viard s'est amusé à le calculer et estime qu'au cours d'une vie aujourd'hui, on travaille à environ 12% de son temps de vie, contre 40% pour les classes populaires il y a environ un siècle. Alors pourquoi ? Plusieurs explications. On rentre sur le marché du travail de plus en plus tard. On en ressort aussi de plus en plus souvent de manière temporaire, notamment quand on est au chômage. Et on passe de plus en plus de temps à la retraite en fin de vie. Et pourtant, le travail, ça reste quelque chose de particulièrement structurant pour nous individus, pour nos foyers, pour nos familles et aussi pour nos sociétés, notamment en termes d'usage du temps. Et puis le travail, bien évidemment, c'est beaucoup plus qu'une source de revenus, qu'un gagne-pain. C'est une source d'épanouissement. En tout cas, on aimerait que le travail soit une source d'épanouissement. C'est une sorte d'idéal ou d'objectif qu'on lui fixe. Et pourtant, cet objectif, il est aujourd'hui questionné, menacé même peut-être par 3 tensions qu'on va aborder tout de suite. La première tension, elle est liée à l'automatisation. D'un côté, l'automatisation, les progrès des machines en milieu professionnel nous promettent de nous libérer d'un certain nombre de tâches ingrates, pénibles, dangereuses. De l'autre, cette même automatisation nous fait peur. Mais est-ce que demain, les machines ne vont pas nous voler notre travail ? Donc première tension qu'on abordera notamment avec Cornelia Daheim, qui est directrice du cabinet Future Impact et qui parlera en anglais. Donc n'hésitez pas à mettre vos casques, il n'y a aucune honte. On ne vous dénoncera pas si vous avez besoin de traduction. Deuxième thème, deuxième tension. C'est d'un côté le besoin d'autonomie d'une part croissante des travailleurs qui peut les conduire à se tourner vers le travail indépendant. Et de l'autre, le fait que ce travail indépendant, ce statut qui connaît un certain engouement, mais même si on en parlera, qui est à relativiser, ce statut peut lui-même conduire à de nouvelles formes de dépendance et de précarité. Et donc on en parlera notamment avec Odile Chani, qui est co-animatrice du réseau Sharers and Workers. Elle nous expliquera un peu en quoi il consiste. Troisième tension, c'est celle qui donne son titre à la session. Alors je ne sais pas si elle s'affiche, voilà. C'est d'un côté des travailleurs qui ont de plus en plus d'attentes vis-à-vis du monde professionnel et de l'entreprise, des carrières aussi qui sont peut-être moins linéaires, qui sont plus déstructurées. Et de l'autre, le fait que les organisations, les entreprises ont besoin de continuer à fonctionner et que donc elles doivent réussir à articuler, à coordonner ces besoins, ces envies particulières avec leurs contraintes et leurs besoins collectifs. Et on en parlera avec Jean-Yves Gobelot, qui est directeur de la stratégie de la coopérative ACOM. Et ce que je vous propose, on va essayer de le tenir, donc je m'y engage maintenant, c'est d'avoir 3 temps assez courts avec chacun des intervenants, de présentation un petit peu générale, et ensuite de garder un vrai temps d'échange de questions-réponses pour garder un petit peu de dynamisme dans la session. Voilà, donc je donne la parole à Cornelia. Alors, je n'ai pas présenté les résultats de l'enquête, ceci dit, si je peux les avoir en 5 minutes. On vous a posé 4 questions, toujours dans le cadre de l'enquête qui a été soumise en amont du forum. 2 portaient justement sur l'automatisation. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ces 2 questions-là ont recueilli finalement assez peu de votes d'accord. Donc c'est parmi les 2 questions qui ont recueilli le moins de consensus. Donc la première affirmation, c'était sur le fait qu'à l'horizon 2040, techniquement, on pourra remplacer une majorité de métiers et de tâches par des machines, des robots ou des algorithmes. Alors vous nous répondez quoi ? Vous nous répondez oui, bof, c'est pas parce que ça sera possible, et encore on n'en est pas sûr, c'est pas parce que ce sera possible qu'on va le faire. Surtout, ça sera sûrement possible pour un certain nombre de tâches simples, mais pas forcément pour des tâches plus complexes et peut-être encore moins pour des métiers entiers. Et par ailleurs, on pourrait garder un besoin d'humain qui fait qu'on refusera que les machines nous remplacent totalement.
Alors, deuxième affirmation, qui a suscité beaucoup de débats et beaucoup de commentaires, mais qu'on voulait tester justement sous forme un peu aussi de provocation, parce que c'est une hypothèse qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. C'était l'idée de dire, finalement, si demain on a de plus en plus de robots, de machines dans le monde du travail, ça va permettre d'accroître la productivité, donc de générer un certain nombre de revenus, et donc une source de financement potentiel pour un revenu universel. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de gros mots dans cette affirmation qui ne vous ont pas échappé, et donc vous dites attention, de quoi parle-t-on quand on dit revenu universel? Ça serait à définir, bien évidemment. Et par ailleurs, le lien entre ces deux termes n'est pas mécanique. On n'a pas besoin d'attendre une croissance de la productivité permise par la robotisation pour créer un revenu universel. C'est avant tout un choix politique et ce n'est pas un enjeu économique. Ensuite, on avait deux affirmations sur le travail indépendant qui ont suscité beaucoup plus d'accords. La première, c'était de dire aujourd'hui, on est environ à 10% de travailleurs indépendants dans la société française. Peut-être qu'Odile en reparlera, sinon on en reparlera sur les évolutions de ce pourcentage. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 2040, donc d'ici une vingtaine d'années, ce taux passe à 25%, qu'on ait donc une explosion de la part de travailleurs indépendants dans la société française? Et là, vous nous avez répondu, on sent qu'il y a une tendance de fond, on a l'impression qu'effectivement le nombre et la part de travailleurs indépendants va continuer à augmenter pour différentes raisons, notamment liées aux attentes des travailleurs, aux besoins d'autonomie que je mentionnais tout à l'heure. Par contre, attention, 25%, ça fait beaucoup. Et je pense que vous n'avez pas tort. Et dernière affirmation, d'ici 2040, les travailleurs indépendants seront majoritairement précaires et ou totalement dépendants de donneurs d'ordre. Donc là aussi, on va en reparler. Petite majorité qui est d'accord, mais avec deux bémols de taille. Le premier, c'est de dire attention, les travailleurs indépendants peuvent très bien s'adapter, développer un certain nombre de mesures d'adaptation, d'ajustement pour réduire ou limiter leurs contraintes et leur situation de dépendance. Et par ailleurs, les pouvoirs publics eux-mêmes peuvent s'adapter et faire en sorte que ce statut ne soit pas synonyme de précarité. Voilà. J'arrête là sur l'enquête, je passe la parole à Cornelia. Bonjour tout le monde. And this is all of my French. I'm sorry. You will have noticed I will be speaking in English. And for those of you who still need maybe the translation, I noticed they are outside there, for example. But first of all, before I start, let me say a warm thank you to Futuribile for the invitation. It's a pleasure and an honor to be able to contribute here in this, I think, very important discussion about what is really our long-term prospect. And I'm very happy to be focusing on one topic. We have said we try to keep it brief, so I will. And I will skip a couple of slides because I went a bit overboard in the presentation of all I wanted to bring to you. But I would like to start with something that you could call bad news, and it will become much more positive to the end, I promise. So when we look at this topic of automation, I think the first thing we have to take into account is that we are at the moment in the middle of a general public dialogue worldwide, actually, that is very much focused on fear. And that people are horribly afraid of losing their jobs. I just brought a couple of headlines from really good, also quality media, showing what are sort of the main news we are seeing around this. And it's all very strongly about this notion that robots will steal our jobs. And as the majority of the people make a living from going to work and receiving an income, this, of course, is horribly scary to most people. So when we talk about automation, I think we have to take this into account, that at the moment it's a dialogue that's focused very much on this basic fear that the robots will take all our jobs. And you can't actually have a day without a news headline like this. It's everywhere, and I think for all, nearly all nations in Europe. So this negative outlook is very clear, even if you look at the numbers. It's the fact for the US, where 37% say they fear losing their job as a result of automation.
and 60% say that few jobs will be safe. It's the same data for Europe, where the majority, over 70%, are quite sure robots will steal their jobs. But the question is this only a media-induced fear at the moment, or is this a fact, and what is the sort of long-term prospect? Is it just a headline that sells very well? But if we look at the facts, it's sort of what's happening. It's quite clear that this is something that not only is happening at the moment, this is has been happening in the last years. The examples are wide and actually everywhere around us, from going to a supermarket where paying for your food has been automated. In many cases, you have to do it yourself there with the help of a machine. Or McDonald's cashiers, or all the logistic warehouses that I think you know. But it's also a fact for complex tasks, and that's quite new, you have to say, or a specific phenomenon. I've been recently in a project with a customer of the city of Cologne, where we were discussing what this automation and change of the world of work means for them. And we've realized it's not an entirely new phenomenon, of course. We've had this effect of machines changing the way we work quite often before, and we only had to look back around 30 years or so to still know that in the city of Cologne, in this administration, there were these rooms which were called writing rooms, where secretaries were typing letters, which is completely unimaginable now. So it's not entirely new. What has been new, and what is a change that I think we have underestimated in many cases, is that this also refers to quite complex and highly educated tasks, you can say. So the example here is news robots that you see all over Europe here that have been writing articles. This is mainly finance and sports, but there's a very famous example of a writing competition on a politics article by the Financial Times. You can look this up online, where the editor who had to judge the two articles was actually very surprised and said he could not judge whether the article was written by a human or by an algorithm. So this effect is quite new, that it also affects complex tasks. But the question is, how will this turn out? And we've gone around and done a sort of meta-analysis of all the studies around there. And this is just an excerpt showing you what are sort of the assumptions, how this will develop in the future. And while in the media, so to speak, you have this dominating image of the robots will steal all their jobs, when you compare this and the green ones are sort of jobs that we gain, and the yellow ones below are the jobs that we lose over the long term, all looking until 2025 or 2030, then you will see that it's a quite uneven picture. And that's a fact for a big other number of studies you could look at. So the estimates vary extremely widely to between sort of 400% difference, whether it's a net gain or a net loss, depending on the assumptions. And that's the case because we don't know how the synergy of many technologies that we are seeing at the moment, from 3D printing through to digitalization, through to AI, are really interacting, and how they will affect sort of whether we have more new jobs created, which was the case with most past technologies, or whether we will have a net gain. So if you look at the analysis that's out there at the moment from the research side, it's a completely unclear picture, and we don't know whether this fear will really happen. Skipping this, and I'm just showing you one sort of concrete example of what the expectations is around how many years until a machine is, so to speak, better than a human and can take over their tasks. And you see sort of the round line is the 50% probability that's been defined by AI researchers of a machine being able to take over that task with folding laundry quite quickly. We all hope so, okay. It's the question whether we will have a machine for that in our cellar or not. The truck driver also rather quite soon. But the interesting bit, again, is the dotted lines. And the dotted lines are insecurities about when this will happen. And you could see that this is quite a long boundary in many cases.
So there's a lot of insecurity around this. I was personally surprised that the writing a New York Times bestseller is so soon. We will see, I think. But the insecurity, again, is so high if you look at different professions. Where we have a consensus, when we look at the research around automation, what we know really from the past and what we can assume about the future, is the fact that there will be a massive change in the skills demand in profession. That means that many, if not nearly all professions, will probably be affected by digitalization and at least a partial takeover of automated tasks. That doesn't mean that they are fully affected and will disappear, but that people will also interact more, for example, with machines. And that they will be able, need to be able to have those new skills and be able to retrain quite quickly. So we see less of a need overall when we look at the skill shifts in these studies for physical and manual skills, which can be automated quite easily. But on the other hand, also an increase in the demand for everything that's sort of social skills, cooperation skills, also, of course, IT technological skills, because we are interacting with the machines and the machines will not know everything, nor will they be able, as we have discussed in the morning, to be ethical or make a judgment call on anything. So this skill shift is where we have a clear consensus about between all these people who are arguing at the moment quite heatedly about the debate of how strong will this automation level be and how many professions will be taken, how many jobs will we lose or not. But this is a very clear message from all the studies from this, and I think we have to take this very seriously, because it means that here I have one number that says about 60% have at least 30% constituent activities that could be automated, and that clearly more occupations will change than will be automated. So the focus really has to be on the retraining of people, rather than saying we have to count now and debate about 5% more 5 years earlier or less for the truck driver to be automated. I'm trying to go back. Hang on with me. Going back is hard in a Futures Forum, obviously. I can't? Okay. Okay. Oh, something's happening. Yeah, okay. I'm missing a slide here, so I will tell you this without the slide, unfortunately. One last point before I close. So it's an open debate around the level of automation. However, I think that at the moment we have a strong sort of tendency in many of the richer countries, especially in Germany, to say, this is not affecting us and it will not be such a high level, and the past shows us that there will be more jobs coming and so on. At the same time, we are not sure about this interaction of so many technologies coming up very quickly and faster than we thought. If we look at the AlphaGo, for example, success that came much earlier than all the AI researchers predicted and so on. So I think there's also an argument to say we have to look at this potentially happening future, where there is actually a very high level of automation and a net loss of jobs, while we are at the same time, as we have discussed this morning, have a big growth of population. And the example I would like to line out for this is the Millennium Project scenarios that have looked at 2050 and have created 3 alternative scenarios. So they have looked at the long term and actually looked beyond where actually at the moment most studies stop, which is around 2030, and then often say, but after this it could become really difficult and all the automation and the general AI and so on could take off. And while it's easy, of course, to paint a very negative automation-based scenario, where you say when we have a massive loss of jobs, we will also have more conflict, a rising social gap and so on. The project also focused on creating a positive scenario
around the question of what would happen if we had net sort of less or not so much growth in work as we had in the past years. And how could we then deal with it? And the tax on robotic work would be one answer, the basic income, which was in this survey here also, again, discussed very hard and is seen critical in many cases. But the scenario paints a view of sort of a global cooperation and of really a redefinition of the concept of work that would stem from this future if we tackle it positively. So it's easy to let that go down and lead into a world of sort of conflict. But in the positive scenario that in the end, the 300 plus experts that contributed to this study, they agreed on. It's also possible to imagine a world that builds on existing current trends like the reduced work hours Cécile has mentioned in the beginning, like the search for more meaning. Like the possibility to say we are, by automation, free from many tasks that we don't actually want to do, but are just doing because we have to make a living. And we are then maybe able to focus on tasks like solving the climate change problem. Which is an assumption in the positive scenario that you can call utopian in a way and say, that's much too optimistic and will never happen. But I think that is still worthwhile to consider because it builds on many current trends and would sort of contribute positively, I think, to creating not only this fear scenario that I came from, and that is currently at the minds of many people, but also focus much more on sort of creating a more positive idea of how we could work in the future. And with that, with much more I would like to say, but I'm not saying now, I think I would like to close. Let's see, moving forward I can still. That was the slide I was looking for, that's the Millennium Project scenarios. But yes, that's what I would like to close on, and I think we can discuss everything else in the panel. And secondly, to this sort of major redefinition of the concept of work, I would just like to leave with you as a key message also this idea around that the rapid shift we see at the moment, whether we believe in a high level of automation leading to a net loss or not. The massive shift that we see at the moment in needs for reskilling and retraining means that we also have to rethink the way we train and educate people, and that the old systems probably are not fit for that. And that's it for now. Thank you very much. Thank you very much, Cornelia. On laisse de côté l'automatisation pour l'instant et on attaque donc le deuxième thème, celui du travail indépendant, avec Odile Chani qui va nous apporter un peu son regard, son expérience. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes co-animatrice du réseau Sharers and Workers. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce réseau ? Alors, merci beaucoup effectivement de me donner la possibilité de parler de cette initiative un peu inédite qui est basée sur une conviction forte de ceux qui l'ont initiée. Donc ceux qui l'ont initiée, j'en fais partie, puisque cette initiative est née est venue de deux organisations que sont l'IRES, qui est un institut qui est au service des organisations syndicales, et d'une association qui s'appelle ASTRE, qui est, on va dire, qui intervient et réfléchit sur l'ensemble des cadrans du dialogue social. Et cette conviction est venue en 2015 de manière assez pragmatique, qui nous a conduit à nous interroger sur le fait que la transformation numérique, et en particulier dans sa dimension des plateformes, et la plateformisation et tout ce qui relève de ces formes-là d'organisation, entraîne des modifications très très importantes et fondamentales, qu'elle bouleverse les acteurs, qu'elle fait émerger des nouveaux modèles d'affaires qui ne sont pas stabilisés, et que peut-être il y avait un espace, un temps aussi, pour mettre les acteurs de ces transformations-là ensemble pour y réfléchir dans une approche, je dirais, extrêmement pragmatique de concertation et de parties prenantes. Avec des objectifs un peu précis aussi, c'est-à-dire l'idée effectivement d'aller réfléchir ensemble sur la façon dont on pourrait outiller ces modèles d'affaires ou ces nouvelles façons de travailler, de produire et de créer de la valeur et la partager, les outiller pour qu'elles soient socialement responsables.
mais aussi économiquement efficiente et techniquement innovante. On peut résumer ça de manière englobante. Et puis aussi réfléchir à comment accompagner, donc c'est là où on en vient à la question des indépendants et des collectifs, toutes ces formes nouvelles d'organisation du travail, permises et autorisées par le numérique, que sont des collectifs, des tiers-lieux, des coopératives d'activité d'emploi, par exemple, qui émergent et sont effectivement en questionnement aussi sur leur propre modèle organisationnel. Et du coup, qu'avez-vous observé? Ça veut dire quoi être travailleur indépendant aujourd'hui? C'est quoi les nouveaux parcours, les nouvelles trajectoires, les nouvelles réalités du travail indépendant que vous avez pu observer au regard de cette expérience? Alors, ce que je dois dire en préambule, c'est qu'effectivement, c'est une démarche qui est partenariale, que depuis qu'on a lancé le réseau, il y a 700 parties prenantes qui se sont réunies, et que dans ces parties prenantes, il y a aussi bien Uber, Deliveroo, que des collectifs d'indépendants, des freelances ou des entrepreneurs. Et là-dedans, évidemment, ce qui ressort d'abord, c'est aussi la multiplicité des formes de travail, que quand on regarde ce que représente, enfin ce que les plateformes font au travail, et qu'on se place du point de vue de ces nouvelles plateformes capitalistiques que sont Uber ou Deliveroo, évidemment, elles ne font pas la même chose au travail que ce que fera une plateforme qui va plutôt intervenir avec des freelances qui vont venir concurrencer des entreprises des services numériques, les anciennes SS2I, et qui vont intervenir sur un champ de travail qualifié qui va être radicalement différent de celui de ce travail peu qualifié. Il y a une multiplicité du travail, il y a une multiplicité des questionnements qui vont avec de la part de ceux qui travaillent dans ces nouvelles formes d'organisation, qui, évidemment, pour l'instant, émergent, ne bouleversent pas le travail, sont des signaux très faibles dans ce qu'on peut observer dans la statistique publique, et sont par contre en train de construire et de réfléchir sur leurs propres organisations. Et de manière très concrète, est-ce que vous avez identifié un certain nombre d'enjeux? Je sais que vous m'avez parlé à la fois d'enjeux juridiques sur le statut de ces travailleurs, et peut-être aussi des enjeux liés à la reconnaissance sociale ou au statut social que ces travailleurs ont, et déficit d'image de ces travailleurs dans la société. C'est là où effectivement on est toujours amené à distinguer entre ce qui relève de type de travail, de travail peu qualifié ou de travail qualifié, parce que les attentes et les aspirations ne sont pas du tout les mêmes. Il y a un enjeu qui est quand même majeur avec les plateformes, et en particulier les plateformes de micro-travail ou celles qui permettent d'organiser la prestation de services avec des algorithmes, c'est qu'en fait, elles mettent en invisibilité le travail. Et qui dit la mise en invisibilité, dit aussi la mise en invisibilité des conditions de travail. Or, l'enjeu majeur, et pour nous, tel qu'on le porte aussi dans ce qu'on essaie de construire, notamment à l'échelle européenne avec la Confédération européenne des syndicats, c'est de faire en quelque sorte reculer le droit de la concurrence pour faire revenir la question du travail et des droits fondamentaux du travail. Parce qu'effectivement, cette mise en invisibilité du travail, elle est aussi juridique, et elle entraîne des freins dans la capacité que peuvent avoir les travailleurs à faire reconnaître leurs droits et à faire reconnaître une action collective. Et les attentes qu'on va observer du côté de collectifs de freelance sont évidemment pas du tout les mêmes, parce que là, on est plus dans des attentes sur la capacité de, je dirais, construire des modèles pérennes, de passer à l'échelle, de prouver qu'on est aussi capable de faire aussi bien qu'une entreprise capitalistique qui est sur le marché, de concurrencer des acteurs historiques, des grandes plateformes par exemple, enfin, pour ceux qui sont très ambitieux. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des ambitions comme celle-ci. Et que là, les attentes sont beaucoup plus d'avoir un regard bienveillant aussi de la part des financeurs, des pouvoirs publics, dans la capacité à juste comprendre ce que ces gens-là essayent d'inventer et de proposer comme forme de travail qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Est-ce que cette bienveillance, elle peut suffire, ou est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer un petit peu aussi la législation, les statuts du travail? Enfin, comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Alors, c'est vrai ce dont je témoigne, ça renvoie aux réflexions qu'on porte et qu'on essaye d'accompagner aussi dans le cadre des réflexions qu'on mène avec des partenaires comme par exemple le Haut-Commissaire à la réforme des retraites récemment, puisqu'on a discuté sur la réforme des retraites. En fait, quand on parle du statut du travail indépendant, on réfléchit au travail d'une manière statutaire.
Or, en fait, tout ce que nous amène le numérique à la transformation du travail, c'est de partir des organisations du travail pour réfléchir comment le travail se construit et comment est-ce qu'on peut amener à modifier ou pas la façon dont on réfléchit au droit, puisqu'effectivement, le statut d'indépendance est lié à une notion de subordination et que toute la réflexion qui va avec ce qu'on peut essayer de construire et ce qui se fait, c'est de s'émanciper de la question du statut et d'aller chercher tout simplement des réflexions qui ont trait aussi bien au droit de l'actif qu'à la convergence des droits qui sont offerts dans le cadre français entre les régimes relevant du régime social des indépendants et des régimes généraux, ce qui est déjà en train de se produire. Et par ailleurs, c'est exactement la même type de dynamique qu'on peut observer à l'échelle européenne quand on regarde ce qui se passe du côté du pilier des droits sociaux, avec notamment le paquet sur l'équité sociale, qui en fait est une première brique assez fondamentale quand on regarde du point de vue de ce qu'elle peut entraîner, qui permettrait d'harmoniser les droits entre différents types de statuts, c'est-à-dire en fait de s'émanciper de ce que représente du point de vue juridique la notion du statut dans ses modalités de droit. D'accord, merci beaucoup. Jean-Yves Gobelot, on voit que là, on est face à des tout petits enjeux minuscules pour une entreprise comme la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en 2 mots ce qu'est ACOM, ce que vous faites, et puis essayer de nous expliquer un peu comment vous travaillez pour comprendre ces changements auxquels ACOM est confronté. Voilà, comment vous les percevez, comment vous essayez de les comprendre et de les intégrer dans vos logiques de fonctionnement. Bien, écoutez, tout d'abord, je remercie volontiers Futurib de m'avoir invité parce que nous sommes finalement une petite entreprise industrielle dans le milieu français et donc c'est un grand honneur pour moi que de représenter quelque part ce milieu aujourd'hui qui reste un milieu très important pour l'économie de notre pays. Donc rapidement sur ACOM, donc nous sommes effectivement un acteur de l'industrie du câble en France avec un statut particulier puisque nous sommes une coopérative ouvrière de production, donc c'est à peu près 1000 personnes en France, un petit peu plus, 1100 personnes. Et nous avons constitué un groupe international aujourd'hui dont le nombre d'effectifs est environ 1700 personnes aujourd'hui, donc avec 2 usines en Chine, une usine au Maroc, une usine au Brésil. Donc 2 secteurs d'activité principaux, un secteur qui est les télécoms et un autre secteur qui est l'automobile. Et les grands produits que nous fabriquons, ce sont des fils et des câbles. Et en particulier aujourd'hui, pour vous donner juste un exemple, nous fabriquons les câbles à fibre optique qui sont utilisés par les grands opérateurs nationaux pour le déploiement de la fibre jusque chez l'abonné. Donc voilà pour ce qui est ACOM. Donc finalement, petit acteur du monde industriel. Et c'est au titre de ce monde industriel que j'interviens aujourd'hui. Alors non pas qu'avec ma casquette ACOM, mais aussi avec ma casquette de mandat ambassadeur Alliance Industrie du Futur, donc avec qui il y a de larges débats et des échanges très très importants sur le sujet de la place de l'industrie dans l'économie et encore plus en France. Donc voilà un petit peu les sujets. Alors maintenant, comment on regarde ça de notre côté et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on reste présent et acteur donc important de l'économie. Plusieurs choses. Le monde industriel en France est quand même une spécificité. Il a longtemps été décrié. On s'est même désindustrialisé. Et aujourd'hui, il a à nouveau les faveurs de beaucoup de gouvernements. Et donc, il est intéressant de voir dans ce contexte à quoi nous devons faire face. Donc, le monde industriel, il est dans une compétition internationale relativement forte. Et son obligation, c'est d'être un acteur compétitif pour pouvoir espérer avoir une position pérenne au-delà des enjeux qui sont les siens. Donc c'est bien ça que nous avons à regarder de près, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre globalement pour rester compétitif au regard de tous les concurrents qui sont autour de nous. Donc ce qui vaut pour l'ensemble de l'industrie, évidemment, vaut également pour ACOM. Et donc dans les travaux que nous avons pu mener aussi bien chez ACOM qu'avec l'Alliance Industrie du Futur, il y a au moins une caractéristique commune qui ressort, c'est que si on veut faire évoluer l'organisation du travail à l'intérieur de nos entreprises, il faut d'abord qu'on prenne en compte la dimension changement que ça représente.
Et cette dimension changement, elle ne peut être mise en place de façon optimisée que si chacune des entreprises a vraiment identifié le sens qu'elle donne à son entreprise dans son écosystème global. Et ce sens, il doit être parfaitement identifié et parfaitement décliné, compris par l'ensemble de ses salariés. Et c'est uniquement à cette condition qu'on peut engager, je vais dire, des chantiers tout à fait structurants sur les organisations du travail. Donc voilà pour les préliminaires, mais je pense que c'est vraiment très très important et je crois qu'il faut que quelque part chacun ait conscience qu'au-delà du monde industriel, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi avoir une résonance parce que les gens viennent au travail aujourd'hui parce qu'ils en comprennent le sens et ça donne un sentiment d'utilité pour eux-mêmes d'une part, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Et comment vous incarnez cet objectif de donner du sens et plus globalement, comment vous faites évoluer votre politique RH, vos politiques de formation, vos politiques de suivi des salariés pour être sûr de les fidéliser, pour être sûr qu'ils sont bien dans l'entreprise et que voilà, vous répondez à leurs attentes? Alors, plusieurs choses. Hein. Le sens, c'est aussi quelle est la stratégie de l'entreprise. Donc, il est évident que c'est difficile de décrire le sens qu'on veut donner si on n'est pas cohérent en termes de stratégie sur l'endroit où on veut aller avec l'ensemble des équipes qui sont dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est un gros travail qui est fait au sein de l'entreprise et travail qui est collectif, collaboratif. Quand on construit notre stratégie, donc on essaye de faire participer le maximum de personnes. Donc après, la collecte des informations, évidemment, est faite en comité un petit peu plus restreint. Mais une fois que tout ce travail est fait, eh bien, on redécline la totalité de la stratégie qui est posée à l'ensemble des équipes, donc jusqu'aux opérateurs qui sont sur les machines, et ça pour l'ensemble du groupe. Bien, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il faut que les gens s'y retrouvent sur cette problématique de sens à l'intérieur de l'entreprise. Et fondamentalement, ça nécessite que les gens fonctionnent non pas de façon isolée, à l'intérieur d'une entité qui est impersonnelle, mais au contraire sur ce qu'on appelle, nous, typiquement, donc des territoires à l'intérieur de nos entreprises qui sont parfaitement identifiés, lesquels territoires ont une dimension qui est à la dimension de ce qu'une équipe est en capacité à gérer et à vivre au quotidien. Donc il ne s'agit pas de faire des territoires avec une centaine de personnes. 100 personnes, c'est beaucoup trop gros pour finalement déléguer des responsabilités et faire en sorte que les gens s'approprient les objectifs qui sont les leurs au regard du sens qu'on a donné. Et donc on délimite des territoires dont l'équipe qui travaille à un moment donné est autour de 10 à 15 personnes. Et là, on retrouve des choses qui sont compatibles avec ce que chacun d'entre nous peut vivre, par exemple dans son milieu familial. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui sur cette problématique de l'homme dans son environnement. Donc des environnements relativement resserrés où les gens apportent leur contribution, ont un maximum d'autonomie sur les délégations qui leur sont données et puis suivent de façon temps réel les objectifs qui leur sont assignés. Donc on trouve là toute l'utilité du numérique, puisque le numérique il va être en capacité à capter toutes les données qui vont venir alimenter la vision qu'ont vont avoir les opérationnels sur la performance de leur unité. Voilà. Bon, alors évidemment, nous, l'autre levier qui nous intéresse, mais qui est naturel dans le cadre de notre structure, c'est qu'en tant que coopérative, derrière nous, l'ensemble des résultats qui sont ceux de l'entreprise sont partagés par l'ensemble des associés de l'entreprise qui sont ses salariés. Donc ça aussi, ça donne beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin d'avoir de résultats pour pouvoir continuer à assurer la pérennité de l'entreprise. Mais ce résultat, il est dédié d'une part au développement de l'entreprise, et puis il retourne indirectement comme résultat dans les poches des salariés qui en sont les associés. Dernier point,
Il est évident que nous sommes, comme tout un chacun, en train de chasser tout ce qui est tâches sans valeur ajoutée, tâches répétitives qui sont contraignantes pour les opérateurs, et aussi tâches avec des dangers d'ordre troubles musculo-squelettiques qu'on cherche à éliminer de toute façon. Donc la robotisation est aussi un outil disponible aujourd'hui qui permet d'éliminer toutes ces tâches sans valeur ajoutée et toutes ces tâches pénibles. Et donc on les met en place là aussi dans un cadre parfaitement identifié et en faisant en sorte que ça ne pénalise aucune personne dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de plans sociaux associés à la mise en place de chaînes de robotisation dans notre entreprise. Mais je pense que c'est valable aussi pour beaucoup d'autres entreprises industrielles. Et ça, c'est un prérequis absolument nécessaire et fondamental si on veut que ça se passe bien. Et donc, le corollaire de tout ça, c'est que on fait disparaître des tâches qui sont peu qualifiées pour aller de plus en plus vers des tâches avec un niveau de qualification plus important. Donc il est nécessaire de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour faire monter en compétence toutes les personnes qui vont participer à ces beaux projets. Merci. Il y a un point que vous mentionnez qui me paraît particulièrement intéressant, et peut-être que Odile et Cornelia, vous pouvez réagir, c'est cette idée d'alternative un peu à la fois à l'entreprise classique traditionnelle comme rassemblement de salariés pérennes, etc. Et de l'autre, le travailleur indépendant, isolé, précaire, qui est soumis finalement à un certain nombre de donneurs d'ordre. C'est l'idée que vous avez évoqué des territoires ou en tout cas des regroupements d'une petite dizaine, d'une petite quinzaine de salariés qui vont travailler ensemble peut-être sur un projet ou sur une mission spécifique. Odile, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi observé, ces petits collectifs d'une forme ou d'une autre de travailleurs indépendants ? Alors oui, à une échelle qui n'est pas la même, il faut le dire, puisqu'on est effectivement sur des formes émergentes de collectifs qui sont très encore, comment dire, à petite échelle. Mais en fait, ce qu'on voit émerger et ce qu'on accompagne, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est du bricolage d'organisation, parce que effectivement le numérique permet des formes d'organisation très très distribuées, étendues, qu'il y a la capacité de développer des outils communs, donc en fait de créer des collectifs basés aussi sur un objet commun, et qui aussi souhaitent ou pas s'émanciper, ou en tout cas faire du bricolage, parce qu'il y a plein de bricolage. On voit en fait des modèles organisationnels qui mélangent des statuts de coopératives, de SAS, dans lesquels on va avoir des auto-entrepreneurs, on va avoir en fait toute une myriade d'hybridation de statuts, mais où ce qui va fonder réellement l'organisation du collectif, ça va être la volonté d'adhérer à un objet commun, le sens qui peut être mis derrière le travail. Je pense en particulier à un collectif qu'on accompagne dans le cadre d'un dispositif d'accélérateur avec l'ANACT et la FING, qui est un collectif d'indépendants qui s'appelle HappyDev, qui représente 300 indépendants sur des métiers du design, des développeurs, qui en fait s'est constitué avec l'idée, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi, d'être sur des territoires, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de dire on a ces collectifs-là, il faut qu'on ait une logique d'échelle qui nous permette de ne pas amener des problèmes de prescription hiérarchique qui soient trop importants. Donc en fait, ils réfléchissent à quelle est la bonne échelle territoriale et quelle est la bonne taille du groupe des collectifs qui se créent dans les villes, en France, mais maintenant un petit peu aussi réfléchissent à aller à l'étranger. Il y a la production d'un manifeste qui leur permet à eux d'affirmer aussi ce qu'ils souhaitent mettre dans le projet collectif. Mais il y a un refus qui est clairement assumé, c'est celui du refus d'une forme d'entreprise traditionnelle. Mais une fois qu'on dit ça, en fait, toutes les questions qui se posent dans l'entreprise et qui sont exactement celles que vous venez d'évoquer, elles sont présentes puisque elles sont communes à l'ensemble des collectifs de travail. Donc, quelle est la bonne échelle du territoire ? Quelle est la bonne échelle pour l'action collective ? Et quelle est la bonne façon peut-être de faire de la division cellulaire, si c'est ces questions-là qu'eux se posent, mais dans des métiers qui sont très particuliers. Merci. Cornelia, you want to add something? Sorry.
You want to add something? Yes. There's a time lag. There's a little time lag, but I got it now. Thank you. Yes, I'd like to add 2 points. I think one way of looking at it is not only the question of do we need like alternative structures of how we organize work on the sort of company organization side, but also the fact that this will lead to alternative work biographies, which we are seeing in parts already, that there are sort of new combinations, or at least on a new level, of combinations of where you are employed, maybe half of the time, but half of the other time you are also doing freelance. These kinds of models, you are switching more, you have more change over the lifetime of what kind of work models you are involved in, which is not historically completely new, but it doesn't have to be, because our social system has sort of been founded on this idea of the employed person versus then the entrepreneur who takes the risk and invests a lot, and now we have these new forms in between, which also means that basically the social system has to adapt. So we mean more social security for those who work in freelance, and easier also transferability across Europe, but also across many working forms, and more transparency for those kinds of workers. For me, a big question is also how we can support those who would like to sort of switch around this power play around the platforms. You've been talking a lot about it, and I think it's a really critical and could be a very, very interesting area of change. What we have seen is that the platforms are driving down the prices, the big ones and so on, but theoretically at least, and many of the unions and activists in your area are now trying to push in this direction. It could also be a lever of empowerment, and I think on the small way we see more and more of these examples. Where the precarias, for example, organized between workers who were cleaning, the communication of the workers to come together and push their rights forward via the internet, via new social media networks, via WhatsApp kind of messaging and so on. So where we see the old models failing and the new models can really take over a big role, and I think that's a major lever. And finally, I would like to stress that this kind of change that we are seeing around these new forms also means that people need to be able to navigate this kind of change and navigate the fluidity of the ways of working that are implied. You need to communicate differently. You don't have like the system of the organization you are used to, where you have one way of communicating and that's how it's done. But you are talking to more people in different contexts, for example. So you will need to be able to organize yourself under these changing conditions, maybe switching between being employed and self-employed and something in between, which we can't define yet, but also being able to talk to lots of other people and organize your work with them, self-organize yourself. And this, I think, we are not yet teaching enough to enable people to really cope with that. I'm going to answer you, so if you want to... Okay. Non, pour compléter sur cette question, bien évidemment, ça pose aussi la question des inégalités entre les travailleurs pour effectivement prendre en main leur carrière. Si je dois à un moment être travailleur indépendant, à un autre moment être salarié et gérer vraiment de front ma carrière, bien évidemment, ça pose la question des différences de maîtrise, de capacité des individus à prendre en main leur carrière. Il y a une autre question que je voulais vous poser, et vous savez que je vais le faire, c'est un angle un petit peu différent. On a parlé tout à l'heure dans l'alimentation des millennials, donc des jeunes générations, qu'on les appelle XY ou Z, ou je crois que c'est Alpha maintenant, qui à chaque fois sont présentés comme... vont révolutionner le secteur, que ce soit l'alimentation, le travail ou autre. Donc je voulais avoir un peu votre réaction, votre avis sur ce point. Est-ce qu'effectivement, pour une entreprise, pour le travail indépendant, pour voilà, les jeunes générations vont tellement changer la donne qu'il faut absolument repenser les formes de management, la gestion des RH, enfin, voilà, dans quelle mesure les jeunes générations sont un facteur de bouleversement total ou pas? Jean-Yves? Oui, ben écoutez, moi je ne pense pas que ce soit un problème de millennials ou d'autres. Je crois que chaque génération qui est rentrée dans le monde du travail a su apporter à bon escient de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de vision sur des organisations plus performantes. Donc en tout cas, nous on compte beaucoup sur les jeunes qui rentrent dans notre organisation pour
nous faire progresser à nouveau sur la façon dont on peut encore mieux vivre le travail dans l'entreprise ACOM. Et puis c'est un débat ouvert aussi au sein de l'Alliance Industrie du Futur, de la même manière, hein, où on s'aperçoit que ce qui compte le plus, encore une fois, c'est le sens qu'on donne à chacune des activités qu'on veut promouvoir, pour lesquelles on fait rentrer ces jeunes. Et derrière, les parcours qu'on est en capacité à leur donner avec les dispositifs de formation qui vont accompagner ces parcours. De ce côté-là, en termes de formation, je voudrais aussi mettre en avant donc, le résultat des travaux de l'Alliance qui ont été menés l'année dernière et qu'on partage, non seulement on les partage, mais on les met en pratique, nous, chez ACOM. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a on va dire deux grandes formes de formation. Il y a tout ce qui est les formations de base sur les soft skills, comme on les appelle, ou alors des troncs communs en termes techniques, technologiques ou des savoir-faire particuliers qui vont venir des organismes de tutelle ou des organismes de formation qui vont bien. Et puis à la formation en continu qui doit se développer soit à l'intérieur de l'entreprise elle-même, soit à l'intérieur de communautés d'entreprises qui ont décidé de s'attaquer à des métiers sur lesquels on est en difficulté. Donc là, je vais prendre juste un exemple. Actuellement, dans le monde industriel, on a énormément de mal à recruter des gens qui s'occupent de la maintenance des matériels industriels. Et donc, ce sont des vraies problématiques que nous traitons aujourd'hui au niveau de la région Normandie pour essayer de mettre en place, entre les entreprises, une école pour former spécifiquement des personnes sur ce monde-là. Et les personnes en question sont généralement des personnes qui ont été identifiées à l'intérieur des entreprises, qui ont un petit peu cette fibre qui les intéresse dans le domaine de la maintenance, et qui vont suivre ces parcours pour atteindre finalement les compétences dont on a besoin. Donc voilà, ça c'est important. Et pour revenir aux millennials, donc, les jeunes que nous embauchons présentent de la même façon que les générations précédentes des caractéristiques qui font qu'ils se positionnent naturellement sur ces métiers-là parce que c'est leur appétence à eux. Et ça ne dépend pas donc de la génération, ça dépend surtout de chaque individu et des possibilités qu'on peut lui offrir pour qu'il progresse et il apporte sa propre contribution dans l'entreprise. Alors, c'est toujours un peu compliqué de répondre à ce genre de questions, mais en fait, ce que je vois quand on discute et on réfléchit avec ils ont tous moins de 30 ans, hein, les jeunes freelance et les jeunes travailleurs avec lesquels on discute, c'est plutôt des réflexions qui ont trait à la capacité que donne le numérique sur des formes complètement nouvelles et beaucoup plus larges en termes d'insertion, d'inclusion, d'accès à la connaissance. Et c'est vrai que les réflexions qui sont portées, qu'on voit à venir sur la capacité que peut apporter le numérique en termes d'inclusion, y compris de populations handicapées. Et on a des réflexions, par exemple, avec un camarade sur le développement de plateformes à destination d'enfants autistes qui, effectivement, peuvent, via le numérique, avec leurs propres compétences à eux, accéder à des formes de travail qui leur étaient interdites auparavant. On parle beaucoup des chauffeurs Uber et des capacités qu'on a à faire un sérieux marché du travail des populations dans des banlieues, mais il y a toute cette capacité-là que permet le numérique via effectivement des formes nouvelles à distance de travail qui allègent certaines contraintes relationnelles qui peuvent offrir des opportunités assez extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui s'offre en tout cas à une cohorte et qui ne s'offrait pas à les cohortes précédentes, tout simplement parce qu'en fait, le numérique ne le permettait pas. Et après, nous, ce qu'on constate, c'est beaucoup chez ceux qui sont plutôt des freelances qualifiés, c'est un vrai rejet d'une forme de subordination et la volonté, s'ils le peuvent et s'ils ont le pouvoir de le faire, mais ça n'est pas du tout donné à l'ensemble des travailleurs, et de s'organiser de sorte à s'émanciper de formes d'organisation considérées comme oppressantes et non désirables. Je pense que c'est vraiment la question du non-désir de certaines formes d'organisation.
Yes, I think building on what you just said, I think this generational question at the moment is, again, in many cases, it's often oversimplified, and in a way, the oldest topos, the oldest image we have about change, that always the new generation coming in is lazy and has no manners, and now they don't want to work hard anymore. That's sort of the cliche of what you hear in many HR debates around millennials, so to speak. And you could say that on the one hand, I think we are somehow, if you want to look at it from a sort of psychoanalytical perspective, we are somehow pointing the finger at this generation for something that most of us in the Western countries, these very Western problems we are talking now in many of the cases, we're sort of pointing the finger at them because they are saying something most of us would like to say. That we are not happy with how often how work is organized and how it plays out in society, and that we would like it to change. And this criticism of the hierarchy, I think, is one of the really fundamental things that exist. So the fact that there's a deep-seated unhappiness with sort of traditional hierarchical systems, and the feeling that this has to change without us having figured out how the hell we then run large organizations that are still oriented towards profits and maybe run by shareholder principles. So I think it's not correct to say the millennials will turn around the system because they are speaking things maybe more clearly or are portrayed as a generation that expresses this discontent most clearly, but in fact it's a wider discontent that affects and is carried also, maybe less spoken clearly, by other generations also. In the 40s, I would say clearly, and 50s also. And maybe it's even symptomatic of a kind of change we have to embrace. And on a positive way of how we can solve this, I think what I've also seen work quite a lot, which I think also referred in your example, is to bring very actively this younger generation, which we must not forget is smaller in shares than all the previous generations. So they are coming into a workplace where they know people will work longer and sit on their leadership positions, and they are coming in and they are only few. So to give them more of an active role of sort of advocates and missionaries of change, who can also sometimes build a bridge to the older generations who are not sure why they now have to be on Twitter. But the younger can explain, and together they can easily work it out. So to bring them into this active role and give them really a lot of responsibility with that, I've seen it work very well in the foresight projects I've done around sort of future work and trying to really implement the change. Merci, ce sera le mot de la fin. Pour ne pas prendre trop de retard, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, merci.